Alors juste pour résumer tout ce qu'on a fait, on a notre machin qui tient parfaitement la route. Donc on va aller sur le index.js. Alors qu'est-ce qu'on avait fait? Alors, on va commencer par le package.json. Le package.json, il nous dit de lancer le index.js. Dans les scripts, on a script run dev. Dev, il va lancer nodemon index.js. Alors oui, à condition que vos collègues aient nodemon. Quand on est en prod, je pense qu'on pourra juste faire voilà, start, on va l'appeler juste node index.js. Voilà, on va rajouter ça quand même. Hop. Add start script in package JSON. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe quand on fait un npm run start? Donc il va lancer le index.js, donc il va commencer par lancer notre app, il va faire un require de app. Alors c'est quoi app? Il va lancer, donc il va importer Express, Corse, il va fabriquer une app, il va lancer ce fichier mongo.js. Ce fichier mongo.js, qu'est-ce qu'il fait? Alors il va prendre .env.config. Alors on avait dit que ça, il fallait que ce soit le plus haut possible, hein, le .env.config. Je vais plutôt le mettre dans mon index.js. Ouais, ici, là, c'est mieux. Ouais, je pense que c'est mieux. D'ailleurs, on va, et que dans mongo.js, voilà, on l'a retiré, et que dans index.js, on l'a rajouté. On va faire comme ça. Dire move.env.config to top. Parfait. Donc voilà, donc dans le index.js, il va exécuter le config.app qui lui en fait va exécuter le Mongo. Alors, il va require Mongoose. Dans notre db URL, il va faire Mongo plus db plus serveur plus notre process.env.user et notre process.env.password. Alors notre password il est là. Donc ça c'est les database password et les database user. Peut-être qu'on pourrait appeler ça un petit peu mieux, hein. Je vais l'appeler db password et db user, c'est peut-être mieux. Du coup, lui là aussi, là, je vais l'appeler db user et là je vais l'appeler db password. On n'oublie pas dans le point .env.exemple aussi de répercuter ces changements-là pour que nos collègues ils sachent quoi utiliser. Voilà. Donc là on a notre db URL. Ah, et puis hop, on va stager ces deux choses-là. Voilà. Et on va lui dire rename db URL and password variables. Parfait. Voilà, et donc on a fabriqué une fonction connect et on l'a lancée directement. Pourquoi est-ce qu'on a mis tout dans une fonction? Parce qu'on a besoin qu'elle soit async pour faire du try catch et du await. Enfin, le try catch on peut le faire à l'extérieur, mais moi je voulais un await. Donc on fait un await du mongoose.connect db-url et ensuite il va nous faire un console log connected to db. Et donc c'est là qu'on voit ça ici. Voilà. Parfait. Ensuite on lui dit app.useCourse, app.useExpress.json, donc ça c'est pour pouvoir lire les bodies. Et on lui dit de servir aussi le image.folderPath. Donc en gros ça veut dire que notre voilà, ça veut dire que si on va sur l'URL slash image, sur l'URL slash image, on aura accès à tout ce qui est dans le dossier uploads. Tiens, peut-être que upload aussi, on pourrait le mettre dans une variable d'environnement. Euh, Ouais, on pourrait mettre ça dans une variable d'environnement aussi. Ouais, on va faire ça. On va aller dans le point env et on va lui dire point env et on va lui dire image folder path et on va lui dire images.folder euh, images.folder peut-être plus court et on va l'appeler voilà upload. Et du coup là ce upload ce sera plutôt process.env.imagesfolder. Ah, qu'est-ce qu'il me dit? Pourquoi il est pas content? Ah, et lui il est pas sûr que c'est une string parce que peut-être qu'elle est undefined. Ok. Bon, alors dans ces cas-là, on va lui tout mettre pour pas qu'il nous mette de message. Comme ça, on va lui dire express.static. On va appeler ça const image folder est égal à process.env.imagesfolder et puis tout ça on va le mettre à l'intérieur de string comme ça même si c'est nul ça deviendra une string vide et on va mettre ça là dedans donc ça lui il est sûr que c'est une string. Ok, images.folder. Du coup dans notre .env.exemple aussi on va pas oublier de rajouter ça. Alors on a notre .env qui est là. Donc notre image folder, voilà, ça on peut copier la ligne en entier, c'est pas un problème, c'est pas vraiment secret. Par contre là, folder path, c'est peut-être pas très clair. On va plutôt le renommer URL path. Ouais.
on va faire un CTRL SHIFT H. Et partout où on voit image folder path, je vais lui dire d'appeler ça images public URL. Voilà, un truc comme ça. Images public URL peut-être. On va faire comme ça. Et puis on va lui dire de le remplacer partout. Ah mince, j'ai mon. Ah mince, il marche plus mon raccourci là. Je me souviens plus comment c'était. Bon, c'était replace all, je crois. Non. Non, c'est lui. Bon, bon, pardon. Je vais faire replace all, keyboard, key bindings, open keyboard shortcut. Ouais, et puis je vais dire replace all. C'est CTRL Alt Enter. Ouais, bah je vais lui dire voilà, comme ça. Ça devrait être bon. Ok, alors vas-y. Non, bon, ok, tant pis, c'est pas grave. Alors, images public URL. On va le mettre là. Donc, images folder va devenir images public URL. Voilà. Et on va dire, est-ce qu'il l'a ailleurs? Voilà. Donc là, images public URL. On va le mettre là. Pareil, là, on va le remplacer là. Et pareil, là, on va le remplacer là. Et pareil, là, on va le remplacer là. Ok, parfait. On va tout committer. Donc voilà, je vois qu'on... Rename. Ouais, on va tout committer. Je veux dire rename and variables. Ok, parfait. Donc, où est-ce qu'on en était? On était donc sur app.js et donc on lui a dit, voilà, donc process.image.url, donc tu vas servir le image.folder. Donc ça, c'était notre app. Ensuite, on avait dit, donc une fois qu'il avait fait le app, il va, charger le users router et le books router, et il va nous les mettre là dans ces routeurs ici. Donc déjà, on lui a dit le port, ça va être le process.env.port, et s'il n'y en a pas, ça va être le port 4000. On va faire un get sur la racine. Et en gros, à chaque fois qu'on va faire un get, c'est-à-dire que si quelqu'un veut vérifier si le serveur y tourne, il a juste besoin de faire une requête get sur le serveur. Donc par exemple, là, hop, j'ai juste besoin de faire un get http://localhost.4000, comme ça. Voilà, j'aurais juste besoin de ça pour voir si j'envoie ça et il me dit server running. C'est une manière de savoir qu'il est en train de tourner. Parfait. Et ensuite, donc, je vais lui dire, tu vas faire un listen sur le port, et une fois que tu fais un listen, bah, tu me passes le callback, le serveur is running dans le port machin. Cette fonction-là, vous avez vu en fait, contrairement aux autres fonctions que souvent, en fait, par exemple là, vous voyez, dans les fonctions user, vous voyez que la sign up, je l'ai définie à l'extérieur du post. Là, j'ai fait le contraire, en fait, je l'ai défini directement à l'intérieur du callback. J'aurais aussi pu en faire une fonction à flèche, comme ça. Voilà. Et puis en fonction à flèche, vu que cette fonction ne retourne rien, j'aurais aussi pu enlever les accolades. Voilà. Et puis tout mettre sur une ligne. Voilà. Voilà, c'est un peu plus élégant. Et donc je dis en fait simplement, bah il y aura deux paths, API/auth, tu vas m'appeler tout ce qui est sur le user router, API/books, tu vas m'envoyer tout ce qui est sur le books router. Alors le users router, donc c'est tout ce qui est API/auth. Si quelqu'un veut te faire un sign up, tu vas appeler la fonction sign up. Si quelqu'un veut te faire un login, tu appelles la fonction login. Toutes ces fonctions, elles sont peut-être pas au bon endroit. Ouais, en général, les fonctions, on les met en dessous. Tiens, on va faire comme ça. Parce que quand on ouvre un fichier, ben, on veut voir juste ce qu'il fait. Et ensuite, les fonctions en soi, on s'en fout un peu. Tiens, pourquoi il est pas bon? Alors oui, le user roster aussi, il faut le mettre tout en haut. Voilà. Donc en gros, on lui a dit, bah, quand on lui fait un... Donc là, on a fabriqué un routeur. Et on lui a dit, sur ce post, tu vas me faire... Donc si on te fait un sign up, tu vas appeler la fonction sign up. La fonction sign-up, eh ben, elle va récupérer l'email sur le rec.body.email, le password sur le rec.body.password. On aurait pu faire une petite vérification là-dessus aussi. Hein. On aurait pu dire, s'il n'y en a pas, s'il y en a un des deux qui est nul, tu m'envoies email and password are required. Voilà, c'est toujours bien de faire une des petites vérifications comme ça. Hein.
Parce qu'imaginez que je cherche à vous fabriquer un email nul ou un password qui est nul, ben moi je veux pas qu'on puisse le faire voilà, je veux pas qu'on puisse aller plus loin. Alors, ensuite, il m'a dit user in DB. Ah, d'accord, envie d'avoir en fait une recherche dessus. Await user.find one email machin. If user in DB est différent de nul, on lui dit, bah attention, l'email already exists et on return. Sinon, eh bien, on va lui dire, on va fabriquer un user avec email de point email. Au passage, quand vous voyez email de point email, vous avez le droit de supprimer un des deux, ça revient au même. Et le password sera le password haché. Et ensuite, on va essayer de faire un user.create. Et si ça marche pas, tu nous dis something went wrong. Ah, alors au passage, je vois que là aussi on a déjà fait un appel en base de données. Ouais, je pense que tout ce machin-là aussi, vu qu'on fait un appel en base de données, tout ça, ça devrait être dans le try aussi. Ouais, tout ça, je vais le mettre dans le try. Voilà, c'est peut-être un petit peu mieux comme ça. Et ensuite, donc, le password, eh ben, on va le hasher. Alors, le hasher, comment est-ce qu'on va faire? À partir du password, voilà, on va faire un salt, et puis le hash, ça va être bcrypt.hashsync, et puis il va nous retourner le hash. Et voilà, ça c'est notre hash password, il va le fabriquer, et puis... Ah, et puis il va nous faire un res.send. Oh, le res.send, pareil, on va le mettre dans le try. Voilà. Et puis, s'il y a un catch, il n'y a pas besoin de se return là tout à la fin, puisqu'il n'y a rien après. Voilà, donc lui, je l'enlève. Ok, donc voici notre fonction signup qui est bonne. Ensuite, si on veut lui faire un login, qu'est-ce qu'on va faire sur le login? Alors déjà, on va chercher body, ce sera rec.body. Ok, on va prendre le body qui est sur la requête. Et puis, on va chercher on va chercher un user qui est à l'intérieur de la base de données. Alors pareil, on a un appel en base de données. Je pense que tout ça, ça aurait pu être à l'intérieur d'un try. Ouais, tout ça, ça aurait pu être à l'intérieur d'un try, je pense, hein. Voilà, tac, 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 tac. Et puis on va lui dire bah, catch s'il y a un problème. Voilà, something went wrong. Ok, c'est parfait. Euh, Là, il nous a pas autorisé. On aurait pu faire aussi autre chose aussi. Je crois que Mongo a une manière de pas autoriser deux users avec le même ID. Mais bon, là, je pense il y a aussi des packages qui vous permettent de faire ça. Mais bon, là, on n'a pas besoin. On l'a déjà fait ici, c'est très bien. Ok, donc on a un user.id, ok, nul, wrong email. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, cette vérification-là, on peut demander à Mongo de faire un unique validate, un truc comme ça. Il y a un package qui s'appelle Mongo Unique Validate qui nous évite d'avoir utilisé ça, mais ça, c'est très bien ce qu'on fait. Ok. Et alors ensuite, donc qu'est-ce qu'il fait? Donc body est égal à rec.body. Peut-être qu'on pourrait vérifier aussi qu'on a bien un email et un password hein, avant de faire quoi que ce soit. Ouais, on va faire comme ça. C'est toujours bien de rajouter, voilà, if body.email est égal à nul ou body.password est égal à nul, voilà, on va lui dire email and password are required, et évidemment on va faire un return pour pas aller plus loin. Voilà, c'est bien de rajouter un petit peu quelques clauses comme ça. Ensuite, donc là, on va chercher un user NDB. Si c'est nul, il va lui dire bah, tu cherches à te loguer avec quelqu'un qui n'existe pas. Alors là, avant, on lui avait dit wrong email. Donc, ce que je vous avais dit au tout début, c'est que j'aime pas donner trop d'informations. Donc, je vais juste lui dire wrong credentials. Parce que je veux pas que quelqu'un sache si c'est un problème d'email ou de password. Voilà, donc les deux là, ça va être wrong credentials. Donc si le user NDB est nul, on va lui dire wrong credentials. Le password NDB, donc c'est celui qui est dans la base de données. Et alors si les deux, si c'est pas le même, et donc là en fait il y a une comparaison. Donc si le password n'est pas correct, on va lui dire wrong credentials et on return. Et sinon, on va lui dire ok très bien, on va lui envoyer un user ID et on va lui envoyer un token. Alors comment est-ce qu'on fait pour vérifier si les passwords sont corrects? On va tout simplement, on va regarder le password qui nous a été envoyé et le hash de la base de données et on va juste faire un compare sync. Et ce bcrypt compare sync il va nous renvoyer un booléen. Vous voyez, là il nous renvoie un booléen, donc il va dire true ou false. Et donc si c'est pas bon, il nous dit wrong credentials et il return. Si c'est bon, il nous envoie un token. Et alors c'est quoi ce token? On lui passe le user ID de la base de données et on va faire cette fonction generate token. On va fabriquer un payload qui va avoir user ID de point le ID in DB. Le jot secret, on va le récupérer depuis notre jot secret du process.env et on va le stringifier pour pas voilà pour être sûr que c'est une string. Sinon on a un message d'erreur. Vous voyez que si je le mets pas là, ensuite il se met à gueuler. Voilà, il a no blablabla, je suis pas sûr que c'est une string, donc ok, donc lui dit que c'est une string, voilà.
Et ensuite, on va fabriquer un token et on va juste signer le payload, là, qui est donc le user ID 1, 2, 3, 4, avec notre secret. Et on dit que le token va expirer dans un jour. On veut que tous les jours, les utilisateurs soient obligés de remettre leur mot de passe. Voilà, et on retourne le token. Et donc là, on lui envoie le token. Parfait. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe au moment où on veut faire maintenant des opérations sur les books? Ben, les opérations sur les books, ça va être dans le books router. Ah, le books router qui est là. Et alors pareil, on lui a demandé de faire on a fabriqué un routeur et on lui a dit tout ce qui passe par slash best rating, on va appeler get best rating. Alors on va commencer par peut-être le post, on va dire quand tu veux faire un post d'un bouquin. Pour plusieurs de ces, euh, pour plusieurs de ces méthodes-là, on va lui faire un check token. Et alors ce check token, on va regarder qu'est-ce que c'est. Alors le check token, on va lui dire bah tu vas recommencer par regarder les headers dans la requête et sur header, tu auras une headers.authorization. Si dans autorisation est nulle, tu vas lui dire bah déjà non, si tu m'as pas envoyé de token, déjà tout de suite je mets unauthorized et on s'arrête là. S'il y en a un, on va le splitter parce qu'en fait c'est bearer espace token machin. Et donc on va essayer de le récupérer là. Donc là le token ce sera le token en question. Notre job secret pareil là ce sera celui qu'on aura récupéré du job secret et qu'on aura stringifié. Et on va appeler jot.verify pour voir si la vérification est bonne. Donc il va vérifier d'une part que le hash est valide et d'autre part que le token n'est pas expiré. Si c'est bon, donc voilà, si c'est pas bon, on va avoir un token payload qui sera nul. Et dans ces cas-là, on va lui dire rest status 401 unauthorized et on va return. Si c'est bon, on va appeler le next, donc le next ça veut dire la fonction d'après, mais avant de ça, on va lui passer tout le payload là sur la requête. On a fabriqué une clé là qui s'appelle token payload où on va mettre tout le token payload pour que les fonctions d'après puissent y accéder. Évidemment, s'il y a un problème, on va lui dire unauthorized. Et donc ce check token, il y a plusieurs chemins qui vont l'appeler. Donc tout ce qui est post, delete, put, post, voilà tout ça, ils vont faire appel au check token. Alors quand je vais faire un post d'un book, on avait besoin d'utiliser Smulter pour récupérer l'image parce qu'en fait là le formulaire il va nous envoyer des datas au format form data puisque dedans il y aura une image et donc on a eu besoin d'utiliser ce upload. Alors c'est quoi ce upload? Upload, donc c'est Multer, voilà, et donc Multer, donc on a fait un require de Multer. Alors j'ai vu en ligne qu'on pouvait faire const storage est égal à multer.diskStorage. J'ai passé ces paramètres là sans vraiment les comprendre, mais on n'a pas vraiment besoin. Je vois que je lui ai dit en fait destination, on va mettre tout ça dans upload. Ah là j'ai hardcodé upload, ça c'est le dossier où on voulait enregistrer, je lui ai dit que c'est ça le dossier où on voulait enregistrer les images. Sauf que moi ça, il devrait pas être hardcodé parce que je l'ai mis dans mon point env. Voilà, on devrait plutôt utiliser celui qui est dans le point env là. Image public URL. Ah merde, merde. Je l'ai appelé public URL. Merde, c'est pas bon. C'est pas upload, c'est le dossier public. Non, c'est pas public URL lui. Public URL non, c'est le images folder plutôt on va l'appeler. Voilà, on va plutôt l'appeler images folder. C'est mieux. Du coup là où il va chercher le express.static. Images folder, c'est process.env.imagesfolder. Ok, donc là on est bon. Ok, très bien. Et alors voilà, donc c'était juste mon point env qui avait déconné. Je vais juste regarder mon point env.exemple. Voilà, et, non, lui il est bon. Ok, très bien. Et puis là, du coup, dans mon CB, là, je vais lui dire, bah, au lieu de mettre upload, c'est process.env.imagesfolder. Alors lui, il n'est pas sûr que c'est une string, alors on va dire hop, string, comme ça. Voilà. Comme ça, si demain je veux juste changer le chemin, je vais juste dans mon point env, voilà, et le images folder, j'ai juste besoin de le changer là et tout s'adapte. Ok. Donc voilà, je lui ai passé le images folder et puis je lis dans le file name. Voilà, j'ai vu qu'on avait accès à un file name là-dedans et je lui ai dit que tu prends l'original name, tu le mets en lowercase, tu me mets le date.now et tu me rajoutes un point JPEG. Et ah tiens, j'ai deux date.now. Ah c'est marrant. Ah bah du coup j'ai pas besoin de faire ça. Ouais, je vais enlever le date.now qui est là. Voilà. Ça sert à rien. Donc ça veut dire que tous mes fichiers depuis tout à l'heure ils avaient deux dates. Bon bah c'est pas très grave. Ok, très bien. Alors ensuite, donc j'ai fabriqué un upload qui est à Multer storage.
Comme d'hab, quand vous avez storage, deux points storage, vous avez le droit de supprimer un des deux, comme ça. Ça revient exactement au même. Voilà, et on a exporté ce upload. Et donc ce upload, c'est lui qui va lire les données et qui va donc d'une part nous donner accès aux files, aux informations. Donc d'une part, lui ce qu'il va faire, c'est qu'il va enregistrer l'image dans notre dossier upload. D'autre part, il va nous fabriquer un champ rec.file pour que la fonction d'après puisse y accéder aux informations qui sont sur le rec.file. Et alors ensuite, où est-ce qu'on était? Donc on était à postbook, donc là qu'on a fait un postbook, on a une sur rec.body, on a un rec.body.book, sauf qu'en fait c'était une string, et donc ça on a dû la string, on a dû la parser pour en faire un vrai objet. Le file name du coup c'était rec.file.filename que Multer nous a donné. Et puis ensuite on a décidé, avant d'enregistrer notre book en base de données, on va lui rajouter une image URL qui était juste notre file name. Alors pourquoi est-ce que on a juste mis un file name? Bah, parce qu'on voulait pas forcément mettre une URL, hein. On a fait ensuite const result est égal à webbook.createbook, res.sendBookPosted, machin. S'il y a un problème, something went wrong. Ensuite, on a vu que dans la base de données, du coup, c'est juste le nom du fichier, hein, il n'y avait pas vraiment l'adresse complète. Du coup, ensuite, quand quelqu'un voulait faire un get sur les books, donc par exemple un get sur les books ici, donc get slash machin get books, déjà il n'y avait pas de check token parce que donc tout le monde a le droit de lire les books. Et puis dedans, donc en fait, il nous faisait un const book c'est égal à awaitbook.find, donc il chopait tout. Et puis, pour chaque bouquin, il nous rajoutait dessus une propriété image URL. En fait, il nous l'a remplacée, hein. En gros, il nous disait, tu me prends cette image.url et tu la passes à travers une fonction qui s'appelle getAbsoluteImagePath. Et ce getAbsoluteImagePath, lui, il va nous dire http://image/filename. Avec tout ça, des valeurs qui viennent depuis notre fichier de variable d'environnement. Voilà. Et tiens, rest.send, ouais, tout ça, j'aurais pu le mettre à l'intérieur d'un try catch aussi. Ça aurait été un petit peu plus pro. Catch, voilà. S'il y a une erreur, tu me dis qu'il y a une erreur. Voilà, très bien. Donc le getBooks, il est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on voulait faire? Alors pour les deletes, pour le delete, c'était assez simple. Pour le delete, à nouveau, il y avait un check token. Et je vous rappelle que le check token, il nous a mis un rec.tokenPayload est égal à tokenPayload, qui nous permet d'avoir des informations ensuite dans la fonction delete. Dans la delete book ici. Donc on a un id est égal à rec.params.id. Et ensuite on lui dit donc dans le bookInDB, voilà, c'est lui. Si on ne le trouve pas, on lui dit bah, book not found, et puis on a un return. Alors le user ID in DB, bah, c'est le bookInDB.userID. Et le user ID in token, donc c'était rec.tokenPayload.userID. Si les deux sont pas pareils, on lui dit 403 you cannot delete other people's books. Et on return. Sinon, on fait await.book.findById and delete ID, et on lui dit book deleted. Voilà, donc ça c'est bon. Ensuite pour le put, bah, c'était pareil. Donc d'abord on fait un check token pour voir si on a le droit de faire quoi que ce soit. Ensuite on autorise le gars à envoyer une image dans notre dossier. Et ensuite on a notre putBook qui lui c'est la même chose. Donc il va faire un ID. Notre book lui cette fois il vient de Multer, donc à nouveau on est obligé de le parser. Ensuite notre bookInDB, on va lui dire book.findById machin. S'il est nul on lui dit book not found, donc on peut rien, donc on n'a rien besoin d'updater. Pareil, le user ID in DB, c'est le bookInDB.userID. User ID in token, c'est rec.usertoken.userID. Si les deux sont pas bons, on lui dit you cannot delete. Alors c'est pas delete, hein, c'est plutôt modify. You cannot modify other people's books. Voilà. Et ensuite, là, moi, je voulais pas modifier forcément tous les champs, je voulais modifier uniquement certains champs. Donc j'ai fabriqué un objet vide, et dessus, j'ai rajouté éventuellement un title, éventuellement un auteur, éventuellement un year, éventuellement un genre, et s'il y a un file, un image URL. Voilà. Donc ça veut dire que sur ce new book, il peut y avoir très peu de champs. Et ensuite, on va dire voilà book.findById and update, machin, tout ça. Encore une fois, je pense que tout ça aurait pu être dans un try. Donc je vais faire try là, et lui je vais le mettre tout en bas. Ah, et à nouveau, catch voilà, something went wrong. Donc là notre putbook il est bon. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y avait derrière? Donc on a fait
alors on a fait le put, on a fait le post, on a fait le delete, on a fait le get. Alors si on fait un get, alors lui il est simple, un get book by ID, bah, tout simplement on va récupérer l'ID dans les params, on va chercher à le récupérer. Si on le trouve pas, on lui dit book not found. Pour l'image URL, vu que c'est juste un nom de fichier, on a décidé aussi de lui rajouter le http de .localhost 4000 devant, slash image. Voilà, donc à nouveau le get absolute image path, hein, voilà, qui est là. Et puis là on est bon. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on voulait aussi? Il me semble qu'on a tout fait. Il ne restait plus que le get best rating et le post rating. Alors comment est-ce que vous faisait? Alors le get best rating, c'était pour retrouver les trois livres qui avaient le meilleur rating. Donc lui, c'est quoi? Alors books. Voilà, donc book with best ratings, c'était awaitbook.find.sort rating -1 limite 3. Donc ça, tout ça, c'est vraiment des... Vous pouvez trouver ça sur la documentation de Mongoose. Et ensuite, pour chacun d'entre eux, à nouveau, on lui dit attention, book.imageURL est égal à getAbsoluteImagePath de book à partir du book.imageURL. Donc on remplace, voilà, on écrase cette valeur, voilà. Et ensuite, juste, on en renvoie le books with best ratings. Voilà, ça c'est bon. Et enfin, le dernier, c'était quand on voulait voter pour quelque chose. Alors, à nouveau, on faisait un check token. Et ensuite, on faisait un post rating. Et alors, le post rating, c'était, on lui faisait un ID, voilà. Et alors, on avait vu que, alors je sais pas pourquoi, mais donc le client il déconnait. En tout cas, si l'ID est nul, on lui disait book ID is missing et on return, donc ça c'est bon. Mais à cause de notre client qui déconne, on a été obligé de rajouter ID est égal à undefined avec une string. J'espère que normalement si je faisais ça, voilà, moi là, je rajouterais un to-do ici. euh, remove this check and handle it in the front end, un truc comme ça. Euh, remove undefined when front end is fixed. Voilà, je mettrai un truc comme ça dans le code. D'ailleurs, je vais même le laisser. Bon, non, bon, voilà, non, je enlève, voilà. Euh, Alors ensuite, alors le rating, voilà, on le récupérait dans le rec.body.rating. Et alors le user ID, j'aurais pu le prendre dans le body, mais celui dans le body peut être falsifié. Donc moi, je préfère le prendre dans notre token payload qui vient de la fonction checkToken. Et ensuite, on essaye de donc récupérer ce bouquin. Si on le trouve pas, on lui dit book not found. Et ensuite, donc, on prend le ratings. Et ensuite, previous rating from current user, on va essayer de voir s'il y a un objet dans les ratings qui contient déjà notre user ID. Donc on va lui dire, dans le ratings in DB, trouve-moi le rating tel que rating.userid est égal à userid du token. S'il est différent de nul, ça veut dire bah, tu l'as déjà noté, donc on te dit tu l'as déjà raté ce book, et donc non merci. Au revoir. Et on return. Et sinon, on fait un new rating qui est égal à userid. Alors à nouveau, là, on a userid de .userid, vous pouvez supprimer voilà, un des deux, voilà. Et en face de grade, alors dans la base de données ça s'appelle grade, et on va mettre le rating. Et on va pusher ça donc dans notre array qui n'a pas encore été mise en base de données. Et puis avant de la mettre en base de données, on va aussi dire que sur le book.averageRating, on va calculer l'average rating à partir de cette ratings in DB qui contient les anciennes valeurs et la nouvelle. Et alors ça, comment ça marche? Bah, il prend tout simplement toute l'array, donc il prend la somme, donc il va faire un reduce dessus. À partir de ce reduce, donc en gros la fonction reduce, elle prend deux paramètres. Le deuxième c'est le 0, la valeur de base. Et la première c'est une fonction qui va itérer sur chaque valeur de l'array. Alors reduce, voilà, je vous laisserai regarder comment on fait, hein, si vous ne connaissez pas ça. Et ensuite on va lui dire bah, tout simplement sum of all grades divided par rating.length pour avoir le average rating. Et on va enregistrer ça dans la base de données et on va lui dire rating posted. Voilà, et on a fait à peu près tout, je crois. Ce qui est sympa maintenant, voilà, c'est qu'on n'a aucune erreur n'importe où. On a vraiment, il me semble qu'on a géré tous les cas d'erreur. J'ai aucun message d'erreur. Tout m'a l'air plutôt bien. On a une application qui m'est plutôt propre. On a un dossier config, un dossier contrôleur, un dossier DB, un dossier middleware, un dossier models. Alors, ah oui, alors c'est quoi ces models? Oui, c'est des représentations. euh, Ce sont des représentations en base de données de nos entités. Pareil pour user. Voilà. Et il me semble qu'on est bon. On va juste committer les derniers machins. Alors, qu'est-ce que j'avais mis dans le index.js? Voilà, là j'avais juste refactoré. Voilà. Euh, refactor listen callback. Là dans le multer, qu'est-ce que j'avais mis?
Ah, alors, ouais, là j'avais mis. Alors là, lui c'est plutôt important. On va lui dire use image folder. Ouais, donc lui c'est plutôt euh, use image folder variable in env. Voilà. Dans le users controller, qu'est-ce qu'on a dit? Ah, alors lui, voilà, j'ai plutôt déplacé, ouais. On va dire que j'ai déplacé le users router en haut parce qu'en fait, toutes les fonctions, on n'a pas besoin qu'elles soient là. En général, les fonctions, on les met plus bas, on s'en fout. Quand on ouvre le dossier, là, quand on ouvre ce fichier-là, ce qui nous intéresse, c'est ces quelques lignes-là. Ce qui est en dessous, on s'en fout. Et voilà, rajouter quelques checks. Ouais, on va le dire add checks en users controllers. Voilà. Add sanity checks en users controller. Et puis là, pareil, le books controller, qu'est-ce qu'on a fait? Là, juste, on a fait pas grand-chose. Ah, si, on a rajouté un try catch. Ouais. Ouais, je vais faire comme ça. Euh, add guard clauses on books controller. Voilà. Et donc, on a bien un machin qui a été. Voilà, on a bien été un machin qui a été bien commité, bien couché. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me faire un petit don sur Patreon. Je vous rappelle que Open Classrooms m'ont viré à cause de ces vidéos-là que je fais pour vous aider et que moi je gagne 0 sous avec ça. Donc si vous voulez montrer votre appréciation, c'est le moment de le faire. Avec le petit lien dans la description. Voilà, merci. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin que je fasse d'autres projets.